Il est exactement 19h GMT à Moribabougou depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci infiniment de votre constante fidélité à Chérifla TV et bienvenue dans cette nouvelle page d'information dont voici les principaux titres. Chaque 20 novembre de l'année, la communauté internationale et particulièrement les États africains célèbrent la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Notre pays, le Mali, n'est pas resté en marge de cette commémoration placée sous le thème « Financement de l'industrialisation en Afrique, défis et stratégies pour réussir ». Demain, 20 novembre, les Maliens se souviendront de l'attaque perpétrée en plein cœur de Bamako contre le Radisson Blue Hotel. C'était l'an dernier. Les autorités en charge de la sécurité et de la protection civile se mobilisent et mettent les bouchées doubles pour renforcer les dispositifs de sécurité tant à l'intérieur que dans la périphérie de la capitale. Merci encore une fois de plus de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information sur Chérifla TV, votre télévision de proximité. Une grande cérémonie commémorative a eu lieu ce samedi matin au parc des expositions de Bamako, la JA, la Journée internationale de l'Afrique. Un événement majeur placé sous la houlette du Premier ministre malien Modibo Keïta en présence des membres du gouvernement, a priori celle du ministre en charge du développement industriel, du président de l'OPI, l'Organisation patronale des industries, de quelques personnalités très importantes du monde des affaires au Mali. Kafne Bathily et Mohamed Sidibé étaient présents pour Chérifla Actualité suivant. Depuis des années, cette commémoration est bien observée dans notre pays. Une journée pour inciter les pays africains à s'engager davantage dans le processus industriel et susciter une prise de conscience au niveau mondial afin de mobiliser l'appui international en faveur du développement industriel en Afrique. Journée de l'industrialisation décrétée par les Nations Unies permet chaque année d'aborder les problèmes liés au développement industriel durable et d'évaluer les stratégies d'atteinte des objectifs visant à faire des Africains des partenaires égaux dans ces nouveaux mondes. L'impact, vous savez, le pays sensibilise sur les problèmes des industriels, fait des propositions et le gouvernement étudie ces propositions pour aider les industriels. Parce que nous sommes tenus d'aider nos industriels pour qu'elles soient, n'est-ce pas, ces unités-là plus concurrentielles. On est dans un espace communautaire, donc il faut les aider par rapport aux autres pays frères qui n'ont pas les mêmes conditions que nous. Ne faisant pas cela, nos industries vont mourir. Et quand elles vont mourir, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas d'emploi. Donc il est hors de question de ne pas soutenir ces unités industrielles. Et c'est ça la volonté du président de la République, c'est ça sa vision et c'est pour cela que le président a créé, n'est-ce pas, un département qui n'a d'autre mission que de s'occuper des industriels. Bien sûr qu'on n'a pas les mêmes chances, on n'a pas le même tissu et on n'a pas les mêmes types de problèmes. Nous sommes un pays enclavé et vous comprenez, le nombre d'unités qui est au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est 10 fois moins ou 12 fois moins. Donc on n'a pas le même, si vous voulez, les mêmes bases pour lancer l'industrialisation de nos pays. Quoique nous appartenons au même espace communautaire. Non, il faut structurer, il faut aider nos unités industrielles par rapport à leurs difficultés. Il faut les accompagner. Il faut apporter des éléments de réponse à certaines des interrogations qui sont posées par ces industriels. Permettez-moi de rappeler que j'ai l'insigne honneur et le grand privilège de représenter le chef de l'État ici. Et j'ai transmis encore une fois ses salutations et ses encouragements. Et on a parlé de l'industrialisation au Mali, les problèmes, les défis, mais aussi les perspectives. Le fait d'avoir pris conscience d'abord des insuffisances est un gage de succès. Ceci permet de les résoudre et d'aller de l'avant. Il est souhaitable que, par rapport à ce qui se passe dans notre environnement, que le Mali cherche à se situer par rapport à lui-même, mais par rapport aux autres. Alors, quand on regarde ce qui se passe ici dans les stands, on est vraiment rempli d'espoir et de plaisir. J'ai vu ces hommes et ces femmes qui sont dans la chaîne de production, tous azimuts, et qui n'aspirent qu'à entrer de plein pied dans la zone de consommation et du fait de l'État. D'un bout à l'autre, j'ai vu des choses extraordinaires. L'espoir est donc permis pour l'industrialisation au Mali. Oui, mais vous savez, le gouvernement, et je l'ai répété, le gouvernement n'a pas pour vocation de créer la richesse nationale, c'est le secteur privé qui la crée. Mais le gouvernement a la vocation de favoriser et de promouvoir la création de la richesse nationale. C'est pour cette raison que nous avons un partenariat fécond entre l'État et le secteur privé.
Et les discours que nous avons entendus ici font état de quelques insuffisances. Mais nous estimons qu'il suffit de commencer, tous les débuts sont difficiles. Le gouvernement est déterminé à aller de l'avant, mais avec eux. Parce que nous avons à cœur de résoudre le problème de l'emploi, nous avons à cœur de résoudre le problème de la pauvreté. Et cela ne peut se faire aujourd'hui qu'avec le développement et la promotion de l'industrie. Je voudrais donc remercier les organisateurs de cette journée, remercier leurs sponsors, remercier tous les producteurs, les industriels, remercier le public pour le soutien constant qu'il convient d'apporter au monde de l'industrie. Cette cérémonie officielle de célébration a été sanctionnée par la remise d'un tableau par Chiril Ashkar, président de l'organisation patronale des industriels au pays, au chef du gouvernement malien Modibo Keïta. Ensuite, place à une visite guidée des lieux par la commission d'organisation en compagnie du ministre de l'Industrie. Vivement l'édition prochaine pour une réelle industrialisation au Mali. Je le disais en titre, les autorités maliennes multiplient les actions en vue de renforcer les dispositifs de sécurité à travers un déploiement impressionnant des unités d'intervention rapide partout dans le pays. Dans la nuit de vendredi à ce samedi, une grande patrouille mixte a été menée dans la capitale par les agents de la CCR, c'est-à-dire la compagnie de la circulation routière, et ceux du GMS, groupement mobile de sécurité. Un seul mot d'ordre, mettre hors d'état de nuire tout élément suspect. Patrouille suivi en exclusivité par nos reporters Amadou Kamara et Sédou Niaré. Suivant. La sécurité a été renforcée dans la capitale malienne avec notamment depuis quelques semaines des patrouilles nocturnes menées conjointement par les agents de la CCR et ceux des éléments du GMS. Pas de problème, hein. Je pense que la situation c'est normal. J'ai voyagé à côté de Bamako, à Kita. Non, très bien. Tout s'est trouvé très bien. Sensation de sécurité, c'est bon pour le moment. Mais c'est 5 jours ici et je départ aujourd'hui. Mais je pense que la situation c'est bien. Bon, moi personnellement, je pense que c'est une très bonne chose. De un pour la population. Vraiment, ça nous protège contre beaucoup de choses. Et par rapport aux événements récents, je pense que c'est très bien pour la sécurité. Si toutefois la population coopère, je pense que ça irait mieux pour nous. Nous sommes là dans le cadre de la sécurité des personnes et leurs biens. Très bien, tout se passe normalement comme il faut. Après les attaques à répétition à la terrasse, à l'hôtel Radisson Blu, à l'hôtel Nord-Sud, de la boutique de Djelibougou et récemment d'un client d'Ecobank, ce dispositif a été introduit à Bamako. Bon, ça se passe très bien. On fouille le véhicule, les occupants. C'est seulement pour les mesures de sécurité, parce que présentement le pays est un peu en insécurité. Donc la police est là pour le contrôle des véhicules, les usagers. Bon, je pense que c'est une très bonne chose à partir du moment où c'est pérennisé. Parce qu'il ne faut pas que quand on parle beaucoup de sécurité, que les mesures, d'autres mesures soient prises pour améliorer. Mais les mesures qu'on prenne généralement, il faut que ces mesures soient pérennisées. Ça doit être continuel. Il ne faut pas que les mesures soient des mesures circonstancielles, des mesures de circonstances. Parce qu'au Mali, aujourd'hui, le Malien a besoin de quiétude, le Malien a besoin de tranquillité, le Malien a besoin de dormir en sachant que ses biens sont protégés et sa personne physique est protégée. Donc je pense que ça fait partie du contrat entre les gouvernants et les gouvernés. L'objectif, c'est d'abord de rassurer la population, créer de la confiance, montrer que les forces de sécurité sont présentes partout et à tout moment, de jour comme de nuit. Bon, en fait, les nouvelles mesures en place, c'est une bonne chose parce que nous sommes au service de la nation. Notre mission, c'est de procéder à des fouilles systématiques de tous les véhicules et des engins à 2 roues. Également, nous fouillons les coffres et les boîtes à gants. Il faut qu'ils comprennent la but de notre mission d'ailleurs. L'objectif de ces patrouilles n'est pas spécifiquement de lutter contre les terroristes, mais il s'agit aussi de traquer d'éventuels bandits de tout genre afin de rassurer et dissuader tout acte de délinquance.
Vous savez que dans la vie, la sécurité n'a pas de prix. Et s'il y a d'autres choses qu'on peut renforcer, on est prêt à renforcer ces mesures de sécurité jusqu'à ce que la quiétude, la sincérité et la paix reviennent dans ce pays. Nous avons opté pour ça. Ces hommes que vous avez rencontrés, après, ils ont opté pour ça. Ils savent qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, mais nous avons opté pour ça, pour que les Maliens, là où ils se trouvent, soient en paix et en sécurité. Et c'est une option que nous avons voulu et nous sommes certains qu'on va réaliser. Ça, c'est clair et net. Il faut que les gens se mettent en tête que nous allons réussir et on va réussir avec la population. La sécurité, c'est tous les jours, à toute heure. Il n'y a pas de moment de dire je vais faire la sécurité tel jour, je vais faire de la sécurité à tel moment. La sécurité, c'est à tout moment, 24 heures sur 24 heures, quel qu'en soit le prix. L'appel que je peux lancer à la population, c'est la collaboration. Il faut que la population collabore avec les forces de sécurité. Nous avons mis en place ce dispositif qui est là nuit et jour. Permanemment, vous trouvez qu'il y a des gens permanents pour recevoir les appels et dispenser là où ça doit partir. Partout où notre équipe a passé, nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction que les forces de sécurité sont à pied d'œuvre pour garantir et rassurer les populations sur les nouvelles mesures sécuritaires mises en place par les plus hautes autorités à Bamako. Et nous en arrivons à présent à la page inter de cette édition d'information. La Guinée-Bissau a nommé vendredi 19 novembre Umaro El Mokhtar Sissoko au poste de Premier ministre. Peu connu dans l'arène politique, cet officier en réserve est l'homme de confiance du président José Mario Vaz. Son nom figurait parmi les prétendants à ce poste décidé lors des négociations de Conakry le 14 octobre dernier. À 44 ans, ce général de réserve est le 4e Premier ministre nommé en l'espace de 2 ans par le président bissau-guinéen. Le nouveau Premier ministre hérite d'une situation peu reluisante. Depuis plus d'1 an, la Guinée-Bissau traverse une crise politique très profonde marquée ces derniers temps par des manifestations de rue. Le général Umaro El Mokhtar Sissoko est parfaitement conscient des tâches difficiles qui l'attendent. Actualité outre-Atlantique, le futur locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, poursuit ses consultations pour la formation de sa nouvelle équipe. La presse américaine a beaucoup parlé de Michael Flynn, pressenti au poste de conseiller à la sécurité nationale. La proposition qu'il vient d'accepter, ce choix apporte autant d'expérience que de controverses à l'équipe Trump. Michael Flynn est un général à la retraite, ancien directeur du renseignement. Il devra aider le nouveau président sans expérience sur des problèmes mondiaux tels que la lutte contre l'organisation État islamique, l'expansionnisme chinois et l'agressivité de plus en plus importante de la Russie. Le ministère de la Justice est revenu à Jeff Sessions, le sénateur de l'Alabama. Au sein de la nouvelle équipe gouvernementale, d'autres noms sont cités comme Stephen Bannon, Jared Kushner. Tous seront des conseillers proches de Donald Trump. Notons que Reince Priebus hérite du secrétariat général de la Maison-Blanche, Paul Ryan à la Chambre des représentants. Et juste un mot de sport avant de boucler cette édition d'information sur Cherifla TV. Du 19 novembre à partir d'aujourd'hui donc et ce jusqu'au 3 décembre, le Cameroun abrite la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, de la Coupe d'Afrique féminine des Nations de football. 8 pays dont le Mali prennent part à cette grande compétition africaine qualificative pour la Coupe du Monde de la catégorie. D'ores et déjà, des tendances se dégagent. Voyons une analyse des enjeux de cette Coupe féminine africaine et c'est signé Youssouf Koulibaly. Début de ce samedi au Cameroun de la 12e édition de la Coupe d'Afrique féminine de football. Le public camerounais espère que son équipe, qui a terminé finaliste en 2014 en Namibie face au Nigeria, parviendra à remporter le trophée à domicile. La tâche ne s'annonce pas facile avec un groupe à relever composé entre autres de l'Égypte, du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud. Le Cameroun jouera le match d'ouverture du tournoi contre l'Égypte au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Il y a un engouement certain. Le Cameroun a organisé des compétitions continentales depuis 44 ans, analyse le chroniqueur sportif Martin Kamis Membe. À l'heure actuelle, tout le monde veut voir ce que le pays peut faire. En même temps, les gens sont vraiment curieux et souhaitent une bonne organisation
plus professionnelle. Je dirais que les Camerounais sont impatients de voir cette compétition, mais qu'ils ont été très critiques parce qu'ils croient que le Cameroun aurait pu faire mieux. 9 des 11 éditions ont été remportées par le Nigeria. C'est d'ailleurs cette équipe nigérienne qui défendront leur titre dans le groupe B contre le Mali le 20 novembre au stade municipal de Lembe. Un groupe B qui comprend aussi le Kenya et le Ghana. Les équipes habituées à participer à la CAN féminine seront au rendez-vous. Que ce soit les Zimbabwéennes qui prouvent au passage que leur qualification pour les Jeux Olympiques Rio 2016 n'est pas le fruit du hasard. Les Kenyanes, enfin, qui ont éliminé les Algériennes sur un score de 2-2 puis 1-1, seront les novices de cette 12e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Côté malien, les Aiglones ont profité d'une élimination sur tapis vert de la Guinée équatoriale, vainqueur de la CAN 2008 et 2012. Voilà, juste une dernière information pour compléter cette page sportive. En match d'ouverture, le Cameroun a battu l'Égypte sur un score de 2-0. C'était tout à l'heure au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Demain dimanche, les nôtres, c'est-à-dire les Aiglones du Mali, affronteront les Nigériennes, championnes d'Afrique en titre. Donc nous souhaitons une très bonne chance aux Maliennes pour ce match qui se joue demain. Point final à cette édition d'information. Juste le temps pour moi de vous inviter à suivre votre bulletin d'information en langue nationale Bamanaka, une présentation signée Moussa Fomba à 21h. Excellente suite de programme et à très bientôt.